Juste pour vous exposer comment nous allons fonctionner, ensuite je passerai la parole à la secrétaire générale de SICA Europe pour quelques mots d'accueil et d'introduction. Donc vous avez tous eu le programme, vous savez qu'il y aura trois panels. Donc nous avons essayé de faire en sorte que les débats soient les plus interactifs possibles. Donc ce sera des questions auxquelles les panélistes répondront. Ce n'est pas des discours qu'ils ont écrits et qu'ils vont vous lire parce que ça peut être un peu ennuyeux sur un débat qui tient à cœur, qui est très passionnant et que nous allons essayer quand même de tenir de manière assez calme et apaisée. Voilà, je vais passer la parole à Michel Maccabi, qui est secrétaire général de SICA Europe, que je vous demande d'applaudir, mais vraiment sans elle, sans sa ténacité et sans tout le temps qu'elle a consacré à l'organisation de cette conférence, nous ne serions pas ici cet après-midi. Merci beaucoup, Michel. Merci. Je voudrais remercier tout particulièrement donc, SICA Europe, qui fait partie de SICA International. Nous avons Sylvain Atomensa, maître, levez-vous. S'il n'avait pas créé Alomé SICA, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc merci Sylvain. Et puis nous avons également beaucoup de membres du Rotary Club Les Halles. Et nous avons notre président Dominique Hansen. Dominique. Donc le premier panel. Alors comme vous avez le programme, vous avez vu, nous l'avons structuré en trois panels, conformément au titre de mythe. Donc ça concerne le premier panel. Le deuxième panel sera sur la réalité du franc CFA aujourd'hui. Et le troisième panel sera sur l'avenir, c'est-à-dire quelles sont les évolutions que l'on peut espérer voir se réaliser pour ce franc CFA et cette relation entre l'Afrique francophone et la France qui pose tant de questions. Donc pour ce premier panel que je modère, donc moi je suis Brigitte Améganvi, je suis donc consultant en stratégie d'entreprise et je suis responsable du projet franc CFA auprès de l'association SICA Europe. Donc nous aurons à ma droite donc, M. Mahaman Touré, donc, qui est directeur des opérations de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui arrive quasiment d'Afrique pour cette occasion. Donc nous le remercions vraiment d'avoir fait le déplacement juste pour venir réellement faire des mises au point et nous parler de la réalité de ce qu'est le franc CFA. Et nous avons Sanvi Auguste Avouidovi, qui est enseignant, chercheur, directeur de thèse, etc. Et je pense que le fait qu'il soit enseignant, mais à la fois enseignant, mais grand chercheur, mathématicien, etc., va lui permettre d'être très pédagogique et vraiment d'expliquer les choses de manière à les rendre accessibles à tout le monde. Et nous aurons dans la salle, et je le mentionne et je la remercie infiniment, Madame Danielle Benoît, qui arrive d'Afrique aussi hier, qui est responsable de la communication auprès du gouverneur de la BCEAO. Alors, au cours de ce premier panel, dont le thème est des mythes qui font recette, discerner le vrai du faux, nous allons donc nous atteler à poser des questions pour que l'on sache vraiment ce qui est vrai
de tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et ce qui est faux. Alors d'entrée de jeu, puisqu'en plus nous sommes dans un ancien musée colonial, j'ai posé la première question à M. Sanvi Aouidovi. Est-ce que vraiment les pays africains payent encore un impôt colonial à la France? Et si oui, où, comment ça se passe? Où est cet impôt colonial? Merci Brigitte. D'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à prendre parole au cours de ce débat. Je vais me lever plutôt. Donc, alors la question précise posée par Brigitte sur l'impôt colonial, je pense que, bon, en français, comme dans nos langues, les mots ont un sens. On ne peut pas utiliser les mots n'importe comment, on ne peut pas balancer les idées n'importe comment, surtout si on prétend faire œuvre de pédagogie. On ne peut pas parler d'impôt, il n'y a pas d'impôt colonial, ce truc n'a pas de sens. Si la France, le franc avant ou l'euro maintenant, fournit des garanties pour le franc CFA, eh ben, il est un peu normal que cette garantie ait une espèce de contrepartie qui assure au franc CFA une forme de vie. C'est comme ça. C'est comme si vous alliez dans une assurance, bon, vous payez l'assurance et vous êtes sûr que si vous arrivez un pépin, eh ben, vous serez couvert. C'est à peu près la même chose. On ne peut pas appeler ça impôt colonial. Si c'est un impôt colonial, alors la France paie l'impôt colonial à la BCE, la France paie l'impôt colonial au FMI, et l'Allemagne fait la même chose, et donc il n'y a que des impôts coloniaux dans tous les sens. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça, ça ne correspond à aucune réalité. C'est juste une façon de présenter les choses de manière suffisamment floue pour que ça puisse attirer des gens, pour que les gens puissent s'agripper à cette notion qui, encore une fois, ne représente aucune réalité véritable dans nos échanges avec la France. Donc ça, ce n'est même pas une question pour moi. Donc, puisque nous sommes tous d'accord, il n'y a pas d'impôt colonial. Il n'existe pas d'impôt colonial. En revanche, est-ce que les pays de la zone franc ont obligation de donner à la France, au Trésor public français, 50% de leurs recettes d'exportation? Non, là aussi, vrai ou faux? C'est faux, je suis obligé de démentir ça aussi, ça ne correspond à aucune réalité. Bon, les pays africains ont besoin de devises pour faire leurs échanges. Donc, pour ces devises-là, encore une fois, il faut une espèce de contrepartie. Il faut une contrepartie, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas... Dans quel système peut-on obliger un pays, ou un ensemble de pays, à donner la moitié de leurs recettes d'exportation à un autre pays? Pourquoi faire? Ça n'a absolument aucun sens. Et ce sont des choses... pour révolter les populations africaines, c'est tout. Ben oui, c'est juste ça. Donc ça correspond là aussi à rien de très sérieux. Alors, franc CFA imprimé pour les billets à Chamalières et pour les pièces je vais parler de Chamalières parce que c'est vrai que les billets sont imprimés à la Banque de France par la Chamalières, ça c'est vrai. Mais c'est un accord industriel, je veux dire, qui a été signé entre la banque et les banques centrales d'Afrique, en particulier la BCEAO. Bon, alors, il faut savoir que la Banque de France elle-même ne fournit pas tous les billets en euros. Ce qui amène à des entreprises, il y a des appels d'offres qui sont faits et qui peuvent conduire à une fabrication de billets en dehors du cercle de la Banque de France. On peut peut-être négocier, mais vous voyez bien le problème que ça pose. Lorsque vous fabriquez des billets, il faut garantir la qualité des billets, parce que les billets doivent circuler pendant un certain nombre de temps. Il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de falsification. Il faut s'assurer que pendant le processus de production, eh bien, les gens n'en mettront pas un certain nombre dans leur poche. Il y a 10 000 conditions qu'on doit mettre en place pour fabriquer des billets
de bonne qualité, qui tiennent la route et qui circulent pendant un certain temps. Ah, sinon, tout le monde y perd. Si on fabrique des billets de très mauvaise qualité, tout le monde y perd. Et la Banque de France a du savoir-faire dans le domaine. Je ne dis pas qu'on doit imprimer tous les billets là-bas, je ne dis absolument pas ça. Je dis simplement qu'elle a du savoir-faire, elle a énormément investi dans ce domaine, et elle fabrique des billets, pas seulement pour la zone franc, elle fabrique des billets pour des tas d'autres pays. 40 pays au monde. 40 pays au monde. Voilà. Donc là aussi, ce n'est pas un vrai débat. Bon, après que des rapports de coopération sur longue période conduisent à ce qu'on s'adresse exclusivement à la Banque de France, ça, on peut discuter ça. Je ne suis même pas sûr que ce soit dans l'intérêt de la Banque de France de vouloir garder absolument ça. C'est vrai, la banque produit et c'est produire. Vous savez, il y a une direction générale de la fabrication des billets à la Banque de France. C'est une direction extraordinairement importante pour la maison. Et bien évidemment, pour cette activité-là, la Banque de France joue le rôle d'une entreprise quelconque. Il faut savoir que la Banque de France n'est pas une administration publique. D'accord? C'est une entreprise qui appartient complètement à l'État, mais bon, ce n'est pas une administration publique. D'accord? Donc, elle fait du business. Voilà. Donc, mais je crois que, compte tenu du savoir-faire, compte tenu des exigences, d'un certain nombre d'exigences qu'il faut pour produire les billets, cette question peut être posée, peut être discutée, mais il faut bien avoir en tête tous les éléments pour la fabrication des billets. Sinon, on rentrera dans le mur. Merci beaucoup. Je pense que nous allons passer la parole à M. Touré. Voilà, en tant que représentant de la BCAO, depuis que les critiques se font de plus en plus acerbes, vous avez dû tourner la question dans tous les sens quand même, essayer de voir ce qui pouvait être fait ailleurs, mieux, moins cher, dans des conditions de sécurité équivalentes. Qu'en est-il exactement? Je vous remercie et c'est surtout pour moi l'occasion de contribuer à ce débat qui passionne autant, c'est-à-dire la question du franc CFA. Et j'avoue que l'objectif en venant ici, excusez-moi, l'objectif en venant ici, c'était vraiment d'essayer le plus possible d'aider les gens à comprendre une matière qui n'est pas toujours très accessible, parce que évidemment l'activité de banque centrale, c'est pas une activité commerciale où on dit sur la place publique ce que nous faisons. Donc nous comprenons que dans un certain sens, il y a peut-être un déficit d'information qui a été à l'origine d'idées préconçues de la part de beaucoup de personnes. Et donc l'idée aujourd'hui en intervenant, c'est vraiment aider à mieux faire comprendre ce qui entoure la gestion du franc CFA et surtout contribuer à ce que chacun se forge une idée critique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est surtout ça qui est à l'origine de toute la polémique. Les gens ont tendance à croire de façon peut-être un peu trop spontanée ce qui circule dans les réseaux sociaux et parfois même dans certains médias qui se veulent assez neutres. La réalité, c'est que il faut se forger un jugement critique pour discerner le vrai du faux et essayer d'avoir un débat constructif sur cette question du franc CFA. Donc pour tout ce qui concerne la fabrication de la monnaie, moi je vais d'abord faire un premier commentaire. Très peu de personnes, quand on leur a expliqué qu'il y avait une relation en fait, commerciale entre la Banque centrale et certaines entreprises françaises en ce qui concerne la fabrication du franc CFA, se sont interrogées sur ce qui se passe en dehors des pays de la zone franc et qu'est-ce qui se passe à l'échelle du continent. Et donc, moi je vais vous donner cette information. Donc, à l'échelle du continent africain, c'est-à-dire sur les 52 pays que compte le continent africain, 43 fonctionnent comme la BCEAO et la CEMAC, c'est-à-dire 43 pays font fabriquer leur monnaie à l'extérieur. Seuls 9 pays ont fait le choix d'une fabrication de leur monnaie en interne. Et ces pays sont connus. C'est à peu près, sans tous les citer, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud. À peu près. Donc, que le franc CFA soit fabriqué en France, ce n'est pas un problème, parce que la grande majorité, donc la grande majorité des pays africains ont fait ce choix. Et pourquoi?
Ben, c'est tout simplement pour des raisons économiques. Parce que la fabrication des billets de banque, comme le disait l'intervenant tout à l'heure, c'est une science, c'est la numismatique. Donc, ce n'est pas prendre du papier et l'imprimer chez le premier imprimeur venu, c'est trouver une technologie qui sécurise des billets de banque, parce que ces billets ont une valeur, et ces billets doivent être à l'abri, disons, des faussaires. Et c'est pour ça que dans le monde, il y a quelques entreprises spécialisées qui se retrouvent aux États-Unis, en Allemagne, en France et en Angleterre. Donc, les 43 pays africains qui font fabriquer leur monnaie à l'étranger, les font fabriquer dans ces 4 pays-là, en Allemagne, en France, aux États-Unis et en Angleterre. Maintenant, dans le cas du franc CFA, le choix a été fait de le faire fabriquer en France. Mais il n'y a pas de problème. Quand vous prenez, je ne sais pas, la Guinée-Conakry, l'Éthiopie, l'Ouganda, le choix de faire fabriquer leur monnaie en Angleterre. Depuis peut-être 30 ans, 40 ans ou 50 ans, mais ça ne pose pas de problème chez eux. Ils ont considéré qu'ils ont une relation commerciale avec des entreprises fiables, qui ont l'expertise, et ils continuent à le faire. Quand vous prenez, je ne sais pas, la Mauritanie, l'Érythrée, la Tanzanie, la Zambie, ils ont fait le choix de faire fabriquer leur monnaie en Allemagne. Et je ne pense pas que dans ces pays-là, il y a un débat sur « oui, mais pourquoi la monnaie se fabrique en Allemagne ?» Il n'y a pas ce débat-là. Prenez, je ne sais pas moi, Madagascar a fait le choix de faire fabriquer sa monnaie en France. Je ne pense pas que chez les Malgaches aujourd'hui, il y a un débat sur « oui, il faut retirer la fabrication de la monnaie à la France ». Donc en réalité, la question de la fabrication est un faux problème. Il faut savoir que derrière la fabrication des billets de banque, il y a une technologie, et cette technologie est circonscrite dans 4 pays au monde. Et c'est pour ça que, on va dire, le franc CFA est fabriqué en dehors des pays qui appartiennent à la zone franc CFA. Parce que dans ces pays-là, la technologie n'existe pas. Et je vais vous donner des exemples. Dans ces pays-là, la fabrication du passeport, qui est un document, on va dire, de voyage, mais qui doit être sécurisé, mais les passeports sont fabriqués à l'étranger, ensuite importés, on y appose la photo de son détenteur et il peut être utilisé. Il y a des cartes d'identité qu'on appelle des cartes d'identité numériques, mais c'est fabriqué à l'étranger. Les timbres fiscaux sont fabriqués à l'étranger et ça ne pose pas de débat. Vous prenez également, je sais pas, vous allez voir même certains artistes, on va dire de renommée internationale, quand ils organisent des concerts dans leur pays en Afrique, ils font fabriquer les billets à l'étranger pour sécuriser l'utilisation de ce billet-là pour avoir accès à leur événement. Donc c'est juste pour dire que, en fait, derrière ce débat de la fabrication du franc CFA, en fait, il y a une idée un peu malsaine qui veut donner l'impression qu'il y a une relation captive entre les pays membres de la zone franc et la France. Il n'en est absolument rien. Ce qu'il faut retenir dans ce débat-là, c'est que la fabrication du billet appelle une technologie, on va dire, de très haut niveau, pour protéger justement les détenteurs de ce billet de banque contre les faussaires. Parce que vaut une monnaie au motif que par fierté nationale, on veut faire fabriquer ça chez nous, qu'on le fasse fabriquer par des entreprises qui n'en ont pas la compétence, et que cette monnaie-là soit la cible des faussaires. Ça n'a aucun intérêt d'en arriver là. Juste pour satisfaire des gens qui critiquent sans raison le lieu de fabrication. Bon, la réalité, c'est que nous, à la Banque centrale, on préfère avoir, on va dire, un jugement construit sur des choses concrètes, et non pas sur des préjugés ou des sentiments. Et donc c'est pour ça qu'aussi longtemps que nous allons garantir la qualité de la fabrication de cette monnaie en ayant recours à une expertise extérieure, nous allons privilégier ce choix. Voilà. Donc c'est dans ces termes-là que la fabrication du franc CFA se pose. Et non pas sur des problématiques de fierté en disant à partir du moment où c'est fabriqué ailleurs, ce n'est plus notre monnaie. C'est fabriqué ailleurs
Et c'est le choix que 43 pays africains ont fait sur les 52 que compte le continent, de faire fabriquer leur monnaie ailleurs et ça ne pose absolument aucun problème. Donc voilà déjà sur cette question de la fabrication, la contribution que je voulais faire. Je voudrais rajouter quelque chose sur l'impression des billets, que même le Maroc, qui imprime ses propres billets, fait imprimer les grosses coupures à l'étranger. Il ne le fait pas chez lui. Il n'a pas la technologie pour les grosses coupures. Dans tous les autres pays, c'est des monnaies à faible valeur. Ceux qui impriment la monnaie sont des billets à faible valeur. Alors les rares pays qui ont des grosses coupures, ils sont obligés de s'adresser soit à l'Allemagne, soit en France, soit à l'Angleterre ou aux États-Unis. Voilà ce que je voulais rajouter. Alors, je voulais juste dire deux petits mots. Le premier concerne le fait que la monnaie, on va dire que c'est bien un peu particulier parce que bon, ça renvoie à l'autonomie du pays, etc. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de doter nos économies d'un instrument qui leur permet de faire des affaires. Bon. La deuxième chose, il faut savoir que bon, la technique de fabrication de monnaie est en permanente amélioration parce que les faussaires travaillent eux aussi de leur côté. Et donc, il y a un service de recherche absolument high-tech qui est mis en place pour contourner à chaque fois les techniques que les faussaires mettent en place. Dès qu'une monnaie, dès qu'un billet est émis, tout de suite après, il y a des faussaires qui arrivent à reproduire, mais vraiment de manière extraordinairement précise. Et il faut trouver un petit machin qui fait que ce n'est pas reproductible. Et ça aussi, ça demande du savoir-faire. Je ne dis pas que les Africains ne sont pas capables, ou que nous ne sommes pas capables d'acquérir cette technologie. On ne l'a pas pour le moment. Il faut être juste honnête et clair dans sa tête, quoi. On ne l'a pas pour le moment. Et en attendant, l'acquérir brutalement coûtera tellement cher que bon, on n'y arrivera jamais. Peut-être, si vous permettez un petit complément, en fait, le lien entre... Il est souvent fait quand on écoute les discussions autour du franc CFA, un lien entre la fabrication de la monnaie et la souveraineté monétaire. Et je pense qu'on ne peut pas parler de la fabrication sans évoquer également cette question. En fait, il n'y a strictement aucun lien entre la fabrication de la monnaie et la souveraineté monétaire. La fabrication, c'est un processus de fabrication. C'est une industrie. La souveraineté monétaire, c'est le pouvoir qu'on a d'émettre la monnaie, c'est-à-dire de la mettre en circulation. Et sur cette question précise, il faut savoir que les banques centrales de la zone franc sont absolument souveraines dans la décision qui consiste à déterminer la quantité de monnaie qui est mise en circulation. Deuxièmement, la fabrication de cette monnaie-là repose sur un cahier des charges défini par les banques centrales de la zone franc. Donc, c'est vraiment créer de la confusion que de dire à partir du moment où des pays ne fabriquent pas eux-mêmes leur monnaie, ces pays ont perdu leur souveraineté monétaire. Et beaucoup d'intervenants sur la question du franc CFA jouent sur cette ambiguïté-là. Et je disais dans mon propos tout à l'heure en introduction que mon objectif au cours de cette discussion, c'est vraiment vous amener à discerner le vrai du faux. Il n'y a aucun lien entre la fabrication de billets et la souveraineté monétaire. Donc la souveraineté monétaire des pays de la zone franc est strictement préservée, quand bien même la monnaie ne serait pas fabriquée, on va dire, dans les pays africains et à l'étranger. Donc je pense que c'est une mise au point qui est nécessaire. Voilà. Merci. Et l'économiste que je suis ne peut pas s'empêcher de rajouter qu'en parlant des billets et des pièces, nous parlons des liquidités, qui, sans utiliser des termes techniques, les monétaristes, les spécialistes de la monnaie savent qu'il y a différentes composantes de la masse monétaire. On parle de M1, qui sont les liquidités, et les dépôts liquides que l'on a dans les banques, c'est-à-dire ce qui nous permet d'émettre des chèques en bois et d'utiliser nos cartes de crédit en ayant une provision. Et c'est donc ce qui est le plus liquide. Ensuite, il y a M2,
qu'il y ait un certain nombre de dépôts à terme qu'on ne peut pas transformer du jour au lendemain en moyen de paiement. Et il y a M3, c'est encore un niveau de liquidité très, très faible. Et le premier niveau de liquidité, si on prend l'exemple de l'Europe par exemple, les pièces et les billets représentent à peine 15% de cette masse monétaire censée liquide. Parce qu'il y a d'autres moyens de paiement, il y a les chèques, il y a les cartes de crédit, il y a les virements que l'on fait qui sont une monnaie également. Donc il faut prendre conscience du fait que là on se focalise sur quelque chose qui est ramené à l'ensemble de la masse monétaire, vraiment un pouillème, peut-être 2% de l'ensemble de la masse monétaire, et ce ne sont pas ces 2% qui vont définir le niveau de souveraineté ou pas d'un pays, parce que ces 2% sont fabriqués ailleurs. Je tenais à faire cette précision. Alors un autre grief que l'on fait aux banques centrales de la zone franc, c'est d'être en fait dirigé par la France, et c'est la France qui définit leur politique en fonction de critères qui lui sont propres. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout cela? Définit la politique de la BCEAO. Je pense que c'est un sujet dont je peux parler aisément parce que je travaille à la Banque centrale depuis 17 ans. Donc contrairement à ce qui peut se dire sur cette question par des gens qui souvent n'ont jamais mis les pieds au sein de cette institution, il y a beaucoup de mythes et de fantasmes qui visent essentiellement à donner l'impression que nous sommes sous l'emprise d'une puissance extérieure, etc. Il n'en est strictement rien. Aujourd'hui, la Banque centrale ne peut y travailler que des ressortissants des pays membres. Et c'est un choix qui a été fait à la fin des années 70, début des années 80, un choix d'africanisation, où on a considéré que les Africains, contrairement à ce que certains ont pu penser, ont toutes les compétences requises pour gérer la monnaie, et que ce n'était pas une matière qui leur était inaccessible. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui critiquent, disons, la capacité des banques centrales africaines à gérer leur propre monnaie, notamment au niveau de la zone CFA, je trouve que c'est des personnes qui méprisent l'intelligence africaine et je trouve ça dommage. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, seuls des ressortissants de pays membres de la zone franc peuvent travailler dans les banques centrales de la zone franc, donc notamment la BCE. Deuxièmement, quand je prends le cas de la Banque centrale, donc la BCEAO, elle est totalement indépendante de tous les pouvoirs publics. À partir de ce moment-là, il est inconcevable qu'elle soit indépendante de ses pouvoirs publics et qu'elle puisse être sous une forme de tutelle d'une puissance étrangère. Ce n'est même pas imaginable. Elle est indépendante. Ensuite, dans sa gestion, il y a aujourd'hui, sur les 3000 et quelques, on va dire, salariés, dans 2 comités, on retrouve la présence de personnes qui appartiennent au pays avec lequel nous avons signé une coopération monétaire. Mais c'est absolument normal. Et donc, ces 2 personnes, dans 2 comités. Donc, le premier comité où on retrouve un représentant de l'État français, c'est le comité de politique monétaire, où il y a 16 membres. Parmi ces 16 membres, il y a une personne qui appartient donc au pays avec lequel nous avons signé un accord de coopération monétaire. Mais c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas signer un accord de coopération monétaire avec un pays et puis dire, bon, ce pays n'a aucune présence de quelque façon que ce soit au sein des instances dirigeantes. C'est une personne sur 16. Donc, vous comprenez bien que son poids est minime. Deuxièmement, c'est une contribution strictement, on va dire, intellectuelle et technique qui est attendue de cette personne. Cette personne n'a aucune capacité à bloquer les décisions qui sont prises et donc en aucun cas on ne peut se retrouver avec, on va dire, une influence de la part de cette personne-là dans le cadre des décisions qui sont prises dans ce comité. La deuxième instance où on retrouve cette présence-là, c'est
le conseil d'administration. Mais là aussi, c'est tout à fait normal. Donc sur les 11 membres que compte le conseil d'administration, il y a une personne qui représente le Trésor français. Donc, c'est une présence minoritaire, deux, une présence qui en aucun cas ne peut influencer les décisions qui sont prises au sein de ces instances-là. Donc vous voyez bien qu'en réalité, c'est vraiment un sujet qui souvent est amplifié et déformé et qui veut donner l'illusion en réalité qu'il y a une forme d'ingérence ou de maîtrise de ce que nous faisons. Pas du tout, il n'en est absolument rien. La présence, lorsqu'elle existe, elle est minoritaire, elle s'inscrit dans un cadre, on va dire, de collaboration technique, et en aucun cas ça ne constitue en fait une emprise sur la capacité de gestion ou sur l'indépendance de la Banque centrale. Donc, sur ça, il est vraiment important, là également, de ne pas avoir de confusion sur le rôle que peut jouer la France dans les instances décisionnelles de la Banque centrale. C'est vraiment une présence strictement technique et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération que nous avons avec ce pays. Je pense que vraiment, pour faire simple, il n'y a ni tutelle, il n'y a ni ingérence, il n'y a ni contrôle de la part, on va dire, de la France dans la gestion du franc CFA. La Banque centrale est absolument indépendante. En revanche, je pense que pour une institution qui veut être à la pointe d'un métier qui est hautement technique et hautement exigeant, il ne faut pas se fermer à toute forme de coopération. Donc c'est à ce titre que nous sommes ouverts, disons, au plan technique, à travailler avec d'autres institutions. Le Trésor français. Aujourd'hui, nous avons une coopération avec la Banque El Maghrib. Personne n'en parle. Et pourtant, c'est une réalité tout à fait similaire. Nous considérons qu'entre banques centrales, on peut apprendre les uns des autres. Mais cette relation avec le Trésor français a été stigmatisée, comme pour entretenir une sorte de défiance par rapport au rapport historique que nous avions avec la France, ou en fait donner peu de crédit au jugement, disons, de nos institutions, ou à la capacité de nos dirigeants à prendre de bonnes décisions. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul avec ce type de mythe qui, encore une fois, quand on fait un peu d'effort personnel à analyser la situation, on s'en rend vite compte que ça ne peut pas prospérer. Donc c'est le cas pour la fabrication de la monnaie, c'est le cas pour la question de perte de souveraineté, c'est le cas pour l'idée d'une tutelle, vraiment avec des éléments relativement simples. Vous pouvez vous rendre compte vraiment de façon très aisée que ce sont uniquement des mythes. Et des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Je peux peut-être évoquer très rapidement un des mécanismes qui cristallise le plus de fantasmes dans le cadre de cette coopération monétaire, c'est ce fameux compte, le compte d'opération. Je ne sais pas si je peux l'aborder maintenant, mais je pense que ça permet également de montrer à quel point un mécanisme opérationnel a été utilisé par beaucoup, notamment ceux qui critiquent le franc CFA, pour donner l'impression que le Trésor français contrôle les pays africains. Mais il n'en est strictement rien. Ce fameux compte dont il s'agit, donc ce fameux compte d'opération où nous gardons 50% de nos avoirs auprès du Trésor français, mais c'est un mécanisme d'une simplicité, on va dire, quasiment enfantine. L'intervenant tout à l'heure avait expliqué qu'évidemment, quand vous êtes dans un cadre de coopération, il y a une forme de contrepartie. Là, dans notre cas, nous avons fait le choix d'avoir une monnaie stable à travers un régime de change fixe. Nous avons obtenu, avec donc un partenaire, que cette monnaie-là, si un jour nous n'avions plus de devise pour défendre la valeur de cette monnaie, ce partenaire serait en mesure de nous faire une avance illimitée. Ce que ce partenaire nous dit, c'est en échange, conserver à titre de garantie
50% de vos avoirs dans un compte chez moi. Mais ces avoirs nous appartiennent toujours. C'est comme vous, quand vous ouvrez, je ne sais pas, un compte d'épargne auprès d'une banque, ça ne devient pas les avoirs de la banque, ça reste vos avoirs. Donc le fait que nous détenions 50% de nos avoirs auprès du Trésor français, ce n'est pas que nous avons perdu ces avoirs-là au détriment de nos économies, c'est archi faux. C'est un compte courant dans lequel nous détenons des avoirs qui continuent à nous appartenir, qui sont disponibles à tout moment. Et de surcroît, ces avoirs sont rémunérés, donc ça nous rapporte des intérêts. Et les seuls signataires sur ce compte, ce sont des agents de la Banque centrale, dont je fais partie. Donc en aucun cas, le Trésor français ne peut utiliser ce compte pour contraindre un État à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. Ce compte, nous en avons, on va dire, le libre contrôle. Ses ressources sont entièrement disponibles et ce compte ne constitue en rien un instrument de manipulation, de contrôle ou de tutelle. Donc vous voyez comment un mécanisme opérationnel a parfois été utilisé par des gens qui ne l'ont jamais pratiqué pour créer de l'amalgame, pour créer de la confusion. Mais malheureusement, certains ont cru à ce discours. Et c'est ce qui, je le disais dans mes propos en introduction, l'idée aujourd'hui de cette discussion, je suis convaincu que je ne vais pas forcément convaincre tout le monde, mais j'espère au moins que certains repartiront en se disant, bon, finalement, on avait des certitudes, mais en écoutant les différents intervenants, on va peut-être avoir moins de certitudes et on va s'interroger sur ce que certains nous disent et ce qu'on entend aujourd'hui. Moi, je considère que rien qu'en ayant obtenu peut-être ça, ce serait une victoire en ce qui me concerne. D'amener les gens à pouvoir discerner le vrai du faux ou à défaut se dire « Ah, attention, je ne vais pas prendre forcément pour argent comptant ce que j'ai pu entendre de la part de ceux qui critiquent un système qu'ils connaissent très peu souvent. » Parce que je défie chacun d'entre vous de me dire, parmi ceux qui critiquent le franc CFA, quels sont ceux qui ont vraiment travaillé dans ce système-là pour pouvoir en parler. Il y en a peut-être un seul, mais qui a travaillé pendant 3 ans. Moi, j'y travaille depuis 17 ans. Donc je pense que ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est peut-être des propos qui viennent d'une solide expérience de la question de la gestion monétaire. Et non pas seulement des idées qui me viennent comme ça au fil de nos discussions. Donc je pense que ça également c'est important d'en tenir compte dans la suite de nos discussions. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. Pour rendre les choses encore plus concrètes, et je parle sous votre contrôle, je suis exportatrice de cacao. Je vends mes cacaos en dollars. Et mon client me paye. Donc, il fait un virement sur mon compte. Mais moi, je vais recevoir des francs CFA correspondant à la contre-valeur des dollars pour le montant de ma vente. Est-ce que 50% de ce montant en dollars qui est arrivé va être inscrit quelque part sur le compte d'opération? Madame, c'est exactement ça. Vous avez exporté pour 100 de cacao. On vous donnera les 100 en équivalent franc CFA. Donc vous avez reçu l'intégralité du produit de votre exportation. Vous avez exporté pour 100 $. On va convertir ces dollars-là en CFA. On va vous donner la contre-valeur en franc CFA. Mais nous, Banque centrale, les 100 $, on va les garder. Pourquoi on va les garder? Pour garantir la valeur du franc CFA. Pour permettre à d'autres qui n'exportent pas, mais qui importent, de pouvoir financer leurs importations. De financer l'importation de médicaments, de financer l'importation de pétrole, de financer l'importation de biens, de services de toute nature que nous ne produisons pas. Et c'est pour ça que nous avons fait ce choix-là, de dire, puisque nous sommes des pays, nous ne produisons pas beaucoup, nous sommes relativement vulnérables. Donc nous avons opté pour un régime de change fixe. Et ce régime de change impose d'avoir constamment une quantité de devises pour garantir ce système. Et pour assurer la pérennité de ce système, la Banque centrale conserve les devises qui sont issues de l'exportation. Et c'est l'ensemble de ces devises-là qui permet d'assurer la crédibilité
on va dire, ou la confiance que les acteurs économiques peuvent avoir dans le franc CFA, mais qui permet surtout au quotidien de continuer à payer et à financer les importations futures. Donc le mécanisme, c'est comme ça qu'il est construit. Mais on ne prive personne, aucun exportateur n'est privé du produit de son exportation. Personne n'est privé de ça. Aucun exportateur, qu'il exporte du bois, du cacao ou quoi que ce soit, reçoit la moitié du produit de son exportation. C'est faux, ce n'est pas le cas. Vous exportez pour 100, vous allez recevoir vos 100 en CFA. Les devises équivalentes sont conservées par la Banque centrale pour garantir la valeur de la monnaie et assurer le paiement des futures importations. Et donc, c'est un mécanisme qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Il faut savoir que 60% des pays africains ont fait le choix d'un régime de change fixe. Et ce que je viens de décrire, c'est le mécanisme d'un régime de change fixe. 50% des pays émergents ont opté pour un régime de change fixe. Donc, c'est une matière qui peut paraître un peu complexe, mais en réalité, elle n'est pas si complexe que ça. Pour qui veut essayer de comprendre un peu. Encore une fois, sur cette question-là, il ne faut pas chercher systématiquement à trouver, on va dire, une incohérence quelque part. Moi, je trouve que c'est même quand des gens se réclament, on va dire, panafricanistes, douter de la capacité d'autres Africains à gérer convenablement une monnaie, je pense que c'est insulter l'intelligence de l'autre. Voilà, c'est même exactement, c'est insulter l'intelligence de l'Afrique que de penser que d'autres Africains ne sont pas en mesure de gérer convenablement une monnaie. Moi, je peux vous dire, quand vous prenez aujourd'hui le franc CFA est utilisé en dehors même des frontières des pays membres. Vous allez au Nigeria, vous allez trouver du franc CFA. Pourquoi? Parce que la qualité et la valeur de cette monnaie est reconnue en dehors de la zone franc. Parce que justement, contrairement à bien d'autres monnaies, le franc CFA est resté stable dans le temps. Malgré toutes les crises que certains pays ont pu traverser, et on peut les citer. Vous prenez aujourd'hui, on va dire sur les 10 dernières années, ce n'est un secret pour personne, la Côte d'Ivoire a vécu une crise politique. Mais le franc CFA est resté stable. Les produits importés n'ont pas vu leur prix monter au motif qu'il y avait une défiance par rapport à la monnaie. Il y avait certes une crise, mais elle ne s'est pas transformée en crise monétaire, parce que la monnaie a été stable dans le temps. Je ne sais pas, vous prenez l'actualité récente au Mali, le franc CFA est resté stable, quand bien même ce pays traverse une forme de crise. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc ce que les gens n'intègrent pas, c'est que si cette monnaie posait problème, ça se ressentirait dans l'économie de ces pays. Et pourtant, quand vous prenez les pays, on va dire de l'UEMOA, sur les 7 ou 8 dernières années, c'est des taux de croissance qui dépassent quasiment 6%. C'est une inflation qui atteint à peine 2%. Comment de telles performances économiques auraient été obtenues si la monnaie n'était pas bonne, si la gestion monétaire n'était pas appropriée? Il y a manifestement une incohérence de la part de ceux qui critiquent le système, à tel point qu'ils refusent même de voir des évidences économiques. Une monnaie ne peut pas être mauvaise et créer des conditions d'une croissance aussi forte et les conditions d'une inflation aussi faible. Et de façon durable. Aucune crise dans nos pays, sur les 10 ou 15 dernières années, n'a eu pour conséquence une crise monétaire. Je vous invite à aller voir des pays sur le continent. Allez au Zimbabwe. Allez au-delà du continent, allez au Venezuela. Aujourd'hui, c'est un pays qui est en train de se dépeupler parce qu'une crise politique s'est transformée en crise monétaire, créant de l'hyperinflation. Les Vénézuéliens quittent leur propre pays. C'est une situation qu'on n'a jamais connue en Afrique. Donc, on est bien dans un cas où le débat est devenu tellement, on va dire, malsain, qu'on ne reconnaît même pas à d'autres Africains la qualité de la gestion de leur monnaie.
Moi, j'aurais aimé aujourd'hui, à la limite, peut-être c'est un vœu pieux, hein, qu'on se retrouve autour de ce débat-là pour dire, bon, finalement, on aimerait mettre en avant le succès de pays africains sur une matière aussi technique et aussi spécifique que la gestion monétaire. Et qu'on soit fier de ce qui a été réalisé sur les 50 dernières années. Parce que ce modèle de gestion monétaire, je peux vous dire, hein, il a fait des émules. On a la chance d'avoir créé un système dont s'est inspirée la Banque Centrale Européenne, la zone euro. Moi, j'aurais aimé que le débat tourne autour de ça. Parce que, encore une fois, donnez-moi d'autres exemples où on a eu un succès aussi retentissant, aussi durable. Il n'y en a pas beaucoup. Et s'il y a bien quelque chose dont nous devons être fiers, c'est cette capacité que nous avons eue il y a une 60aine d'années à mettre en place un système qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, montre son efficacité. Et donc je pense que c'est sous cet angle-là qu'il faut voir la question du franc CFA. Il y a beaucoup de désinformation à tel point que les gens ont perdu de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est une formidable réussite de la part des pays qui l'ont adopté. Et c'est vraiment un exemple d'expertise que les banques centrales qui œuvrent ont démontré dans la question de la gestion monétaire. Merci beaucoup. Je crois que je voudrais préciser quelque chose sous l'autorité de M. Touré, le spécialiste des comptes d'opération. Je voudrais préciser à l'assistance que les dépôts qui sont faits dans le compte d'opération de la France dépassent en taux d'intérêt, dépassent le taux international. Au lieu d'être rémunérés à 0,05% actuellement, les dépôts de la BCEAO auprès du Trésor français sont rémunérés à 0,70%. Ce qui fait un écart par an de 50 milliards CFA qui tombent dans les caisses de la BCEAO. Et c'est pourquoi, au lieu de déposer 50%, écoutez-moi bien, c'est pourquoi, au lieu de déposer 50%, la BCEAO dépose pratiquement 100%, parce que ça lui rapporte plus. Donc il n'y a aucune lésion des intérêts de la BCEAO en déposant ses sous auprès du Trésor français. Alors, je pense qu'en termes de temps pour ce panel-là, on va passer à la partie débat. Je ne sais pas si vous avez rempli des petites fiches de questionnaire, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Ou si quelqu'un a des questions précises sur un de ces nombreux mythes que l'on dit, que l'on entend sur les réseaux sociaux. Bon, je dirais en guise de boutade que ma mère ne serait pas d'accord avec les 2% de taux d'inflation dont M. Touré a parlé, ni avec les 5% de croissance, parce qu'elle n'envoie pas le produit dans ses casseroles et dans son panier de la ménagère, mais bon, ça c'est un autre débat. Ce n'est pas de la responsabilité de la Banque centrale ni de la monnaie. On va le mettre dans le débat, si vous le permettez. On le mettra dans le débat. Bon, alors, est-ce que quelqu'un a des questions précises sur les fiches qui vous ont été distribuées? Est-ce qu'on peut récupérer certaines des fiches? J'ai une seule question à poser, parce que là, bon, on nous a exposé beaucoup de techniques monétaires. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Les débats qui sont en train de se dérouler sur le continent africain concernant le franc CFA, j'estime intellectuellement que ce sont des débats qui sont légitimes. Mes souvenirs de jeunesse, quand j'étais étudiant, il y a des gens assez sérieux comme Poueni qui ont déjà posé ces problèmes-là. Donc ce n'était pas des farfelus. Aujourd'hui, en tant que paysan, les taux de croissance, je suis dans la zone BEAC, je vois un ministre qui nous annonce des taux de croissance qui sont mirifiques, mais je ne le ressens pas en tant que citoyen. Ok, et que je ne vois pas les contreparties. Et puis, je m'interroge beaucoup sur le fait historique et colonial de la création de cette monnaie. On n'a pas débattu ici. Mais il y a des côtés positifs aussi au niveau du franc CFA.
au niveau de la zone CFA, il ne faut pas rejeter tout. J'ai également des soucis en tant qu'opérateur avec des taux d'intérêt dans la zone CFA qui sont prohibitifs. Quand une banque me prête à 18%, je me pose des questions. Il me faut des taux de marge assez importants pour pouvoir rembourser la banque et ensuite dégager de quoi à vivre au niveau de mon entreprise. Ça, c'est des faits qui sont réels, hein, des faits économiques que je vis en ce moment. Et puis, je m'interroge aussi sur une monnaie qui a une parité fixe. Quand on voit tout ce qu'il y a comme débat au sein de l'Union européenne par rapport à l'euro, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un débat en Afrique, dans la zone CFA. Parler de réussite, j'ai des interrogations. Merci. Vous ne vous êtes pas présenté. Je suis M. Makondé, je suis centrafricain. Donc, accessoirement, j'ai fait des études économiques et puis je suis paysan en ce moment chez moi, dans le domaine de l'agriculture. Donc, Y a-t-il d'autres questions qui vont dans le même sens ou pas? Un complément justement. Mais je vous donne une minute, hein, vraiment. C'est une question de Kwakwane qui demande justement au monsieur de la BCAO comment se fait-il alors qu'en Europe, les banques prêtent à des taux avoisinant les 1% alors qu'en Afrique, c'est du plus de 10% comme le monsieur vient de le mentionner justement. C'est un complément. Merci. Est-ce que le franc CFA rend les exportations trop chères? Comment les déficits budgétaires et commerciaux influencent les réserves d'échange? C'est M. Delcroix, Jean-Claude. 2 minutes. Hein, voilà. Oui, bonjour, je suis M. Bouka. Je voudrais vous dire que je suis un peu surpris que le panel soit composé comme il est. C'est comme si la BCAO est venue faire une propagande sur son existence. J'aurais bien aimé que parmi vous, il y ait quelqu'un qui ait une voix dissonante. Or, vous venez nous dire que voilà, tout ce que les autres sont en train de raconter, c'est faux. Et ils ne sont pas là pour se défendre. C'est ça qui me dérange. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous avez dit qu'il y a une coopération franc-CFA avec l'ancien franc français. La France n'a plus de monnaie. Pourquoi vous n'êtes pas en coopération avec l'euro? J'en ai terminé. Merci pour la brièveté de votre propos. Oui, je repasse la parole. Oui, je vais répondre sur la composition du panel. C'est un parti pris de SICA Europe pour ce premier débat, de donner la parole aux personnes qu'on n'a pas entendues sur les médias et qu'on n'entend pas sur les réseaux sociaux toutes les semaines pratiquement. Parce qu'il fallait un peu contrebalancer, équilibrer les temps de parole de manière à ce qu'on n'ait pas à entendre tout le temps les mêmes ritournelles. En revanche, ces personnes-là étaient invitées. Et nous leur avons dit, vous pouvez être là, vous serez présents dans la salle, on vous passera la parole au moment du débat, comme nous sommes en train de le faire. Et la réponse a été, finalement, si on n'est pas là, si vous ne nous avez pas invités comme panélistes, c'est que vous faites avec des pro-francs CFA, donc on ne viendra pas. Et ils ne sont pas là aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est de la responsabilité de SICA Europe, et c'est la raison pour laquelle je tenais à faire le propos, pour qu'on entende d'autres voix tout aussi autorisées que certaines. Et je prends le privilège également de répondre, d'évacuer très rapidement certaines questions qui sont du parti pris. Le fait historique colonial de cette monnaie, effectivement, on a pris le parti de ne pas en traiter aujourd'hui, parce que, d'une part, parce qu'il y a de très bons ouvrages sur la question. Peut-être que M. Khalif abordera la question tout à l'heure, parce que c'est lui qui a rédigé le chapitre de l'ouvrage « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». Et je vous invite également à lire ces ouvrages qui existent. Il y en a plein maintenant sur le franc CFA, de manière à ce qu'on puisse aborder d'autres sujets dans des débats comme ceux d'aujourd'hui. Alors pourquoi pas de coopération avec l'euro? Également je peux répondre, parce que moi j'étais en France au moment de la mise en place de l'euro, et je sais que c'était un débat très houleux entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne n'a pas voulu,
n'a pas voulu que l'on arrime le franc CFA à l'ensemble de l'euro, et c'est la France qui a pris la responsabilité de maintenir le système et de servir en quelque sorte de pont. Je voulais dire que, enfin, globaliser et dire que tout le monde ici vient de la BCEAO, c'est quand même une contre-vérité. Je ne travaille pas à la BCEAO, donc n'exagérons pas. En mineur, quelqu'un a parlé de pourquoi pas la monnaie flottante, pourquoi le fixe. Il faut juste que vous sachiez que dans le monde, en 2012, c'est le dernier chiffre que j'ai. Le micro ne marche pas. Voilà. En 2012, sur 187 pays, 52% étaient en fixe, 48% en flottant. D'accord, c'est du kiff-kiff. Donc, bon, là aussi, il faut qu'on soit proche de la réalité. Non, le débat intéressant, c'est justement de poser les questions et qu'on essaye d'apporter des réponses à ces questions. Personne ne détient la vérité absolue. Nous réfléchissons ensemble. Et pour réfléchir ensemble, il faut que ça se fasse sur une base objective. C'est tout. Donc, bon, cet après-midi, si on sort de cette salle-là, en ayant des idées claires sur une ou deux choses, ce sera déjà pas mal. Moi, le frère qui vient de dire qu'il vit dans sa peau une situation extrêmement concrète, ça c'est un truc qui m'intéresse. J'aimerais bien comprendre comment ça se passe et quelles sont les solutions possibles, potentielles qu'on peut apporter à ce type de problème. La priorité absolue de tout le monde devrait être le bien-être de nos populations, c'est tout. Pourquoi se bat-on? Il n'y a pas d'autre raison que améliorer le bien-être des populations africaines. Je remercie déjà les interventions qu'il y a eu de la part du public, parce que ça traduit déjà, je pense, de mon point de vue, un vrai intérêt pour la matière. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui persistent, et je pense que c'est bien. Et moi, je vais encore essayer d'expliquer peut-être certaines choses qui n'ont pas été bien perçues, même s'il y a eu tout à l'heure une tentative de dire, bon, c'est un parti pris. Je pense que rien n'empêche de donner encore quelques éléments permettant à chacun de se forger sa propre opinion. Sur la question de la monnaie coloniale, moi je pense que c'est un élément central et on peut y répondre autrement que de dire que c'est du parti pris. La question de l'origine coloniale, pour moi, c'est un fait historique et il ne faut pas le nier. Mais l'élément que je mets chaque fois en avant par rapport à cette réalité-là, c'est que le monsieur tout à l'heure qui a posé sa question, il a posé sa question en français. Et je suis tenté de lui dire, mais le français c'est quoi? C'est hérité de la colonisation. Mais ça nous permet aujourd'hui tous de nous comprendre et de discuter et d'échanger. Donc en soi, que quelque chose soit un héritage colonial ne pose pas de problème. Durant la colonisation, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des édifices, ils ont mis des chemins de fer, on a acquis notre indépendance. Est-ce qu'on a tout brûlé, est-ce qu'on a tout détruit en disant, bon finalement c'est le colon qui a laissé ça, donc nous on n'en veut pas, on va tout refaire nous-mêmes? Mais non, ce n'est pas cohérent. Prenez ce qui a été laissé, les vestiges de la colonisation, améliorez cela, adaptez-le, rendez-le performant pour votre propre usage. Et c'est ce qui a été fait. Vous allez aujourd'hui dans certains pays, il y a des chemins de fer, mais qui ont hérité de la colonisation, mais qui ont été modernisés, améliorés, qui sont utilisés pour se déplacer d'une ville à une autre. Le franc CFA, c'est strictement la même chose. Une origine coloniale, mais qui ne doit pas nourrir de complexe, puisque aujourd'hui, cette monnaie, on se l'est appropriée, on la gère, on l'a adaptée, et ça sert des centaines de millions de personnes au quotidien. Donc ça, c'est déjà sur la question de l'origine coloniale, ça ne pose strictement aucun problème. Deuxièmement, la fameuse coopération, pourquoi ne pas le faire avec l'euro? Mais quand cette question est posée, moi je trouve ça même gênant dans quel terme c'est posé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui pose problème aux gens, ce n'est pas le principe d'une coopération, c'est le partenaire qui pose problème. Et je trouve ça dommage qu'on soit aujourd'hui, au XXIe siècle, à avoir ce type de complexe, en disant, bon, on veut une coopération avec la BCE, mais pas avec la France. Je pense qu'il faut à un moment donné prendre un peu de recul. Au Cap-Vert, ils ont une coopération avec le Portugal, avec le trésor portugais. Ça ne pose aucun problème. Ils ne sont pas là à débattre sur oui, il ne faut pas aller avec le trésor portugais, il faut aller avec la BCE. Les coopérations monétaires se font avec les trésors des pays partenaires. Donc ça ne pose strictement aucun problème. Et il ne faut pas nourrir de complexe par rapport à ça. Quand on peut s'inscrire dans une relation de coopération utile,
il ne faut pas la refuter au motif que, oui, l'autre, il y a une histoire qui nous ramène à des, à des ressentis, etc. Il faut pouvoir discerner ce qui est économiquement et financièrement pertinent de l'histoire qui peut nous renvoyer peut-être à des choses peut-être traumatisantes. Il faut pouvoir vraiment faire cette distinction. Ensuite, la question de l'impact, certains le disaient, oui, oui, on parle de croissance, mais au quotidien, on ne le voit pas. C'est typiquement le genre d'amalgame qu'il ne faut pas faire. La monnaie ne règle pas tout. Ce n'est pas parce qu'on a une monnaie qui crée de la croissance, qui contribue à une faible inflation, que forcément, on est un pays riche et on est un pays développé. Parce que derrière la monnaie, comme le disait madame tout à l'heure, la monnaie, elle a pris l'exemple du BIC. Certains vont écrire un mot, d'autres une phrase, d'autres une page, d'autres un livre. Donc tout dépend de ce que vous allez en faire. C'est comme les fondations d'une maison. Il y en a qui auront une maison au rez-de-chaussée, il y en a qui auront un immeuble de 50 étages. Tout dépend de ce que vous faites avec l'instrument qu'on vous donne. C'est-à-dire qu'au-delà de la monnaie, il y a quoi? Des politiques économiques, des politiques sectorielles, des politiques fiscales. Donc ce que le monsieur disait tout à l'heure, je suis tenté de lui dire, mais dans ce qu'il est en train de faire, quelle est la part de l'État pour soutenir son secteur? Les politiques économiques ne se sont pas forcément exprimées. C'est-à-dire que la monnaie crée des conditions pour prendre des décisions, mais si ces décisions ne sont pas prises, on ne peut pas imputer la responsabilité à la monnaie. Donc c'est également quelque chose qu'il faut changer. Et peut-être pour évacuer aussi la question des conditions de financement dont il parle, qui rendent difficile la rentabilité de son activité, ce qui est déterminant dans le coût du financement, c'est les taux directeurs d'une banque centrale. C'est à quel taux une banque centrale perd au système bancaire. Je prends le système que moi je connais, la zone UEMOA. Les taux directeurs aujourd'hui, c'est 2,5%. Vous allez dans une banque où vous allez pouvoir emprunter à 6 ou 7%. Parce que la banque va mettre une marge pour couvrir sa rentabilité, le risque que vous représentez. Si vous, chez vous, on vous facture 17 ou 18%, ça veut dire que les banques ont une autre perception du risque que vous représentez. Et donc, ils mettent une marge supplémentaire. Ce n'est pas la faute de la monnaie. C'est la faute de la banque et de sa capacité à apprécier le risque que vous représentez. Ils ont peut-être surestimé le risque que vous représentez. Et à ce moment-là, vous facturent un taux d'intérêt trop élevé. Et de là, qu'est-ce qu'ils doivent jouer? C'est votre capacité de négociation, et non pas la remise en cause de la monnaie. Donc, vous voyez comment, sur des choses aussi simples que ça, il y a de la confusion. Pensez que c'est parce que c'est le franc CFA que les taux d'intérêt sont à 18%. C'est aussi absurde que de dire, ben, il pleut, c'est de la faute du franc CFA. Ou bien non, il y a de la sécheresse, c'est de la faute du franc CFA. Non, parfois les gens font une confusion entre des réalités économiques et la responsabilité de la monnaie. C'est parfois des choses totalement différentes. La monnaie ne règle pas tout et la monnaie n'est pas à la source de tous les problèmes que peuvent traverser des pays dont le niveau de développement est relativement faible. Il y a le rôle des banques, le rôle des États et un certain nombre de facteurs qu'il faut interroger et non pas mettre tout sur la responsabilité de la monnaie. Concernant la parité fixe, je peux intervenir. Je pense qu'on va passer à un certain nombre de questions dans le deuxième panel. Certaines des questions que j'ai là, effectivement, faisaient partie du sujet du deuxième panel. Voilà, et je vais vous passer les fiches de manière à ce que vos interventions répondent d'entrée de jeu à certaines de ces interrogations qui sont tout à fait fondées. Voilà. Ah. Excusez-moi de prendre rapidement la parole. Dans la vraie problématique, c'est qu'il y a un ressentiment. Il y a un problème avec le mot franc. Il y a un problème avec le mot colonisation. Là, c'est vrai que vous tenez un propos qui est un propos très technique. Soit. Mais tant qu'on dira franc CFA dans la zone France-africaine, ça pose un problème. Et ce problème est effectivement confisqué par un débat politique, car la monnaie reste une question de confiance. Quand on n'a pas confiance dans l'histoire qui a amené cette monnaie, ça pose un problème. La monnaie, c'est de la confiance. Et il y a beaucoup d'Africains
qui ne font pas confiance à la France-Afrique, qui gère, entre guillemets, cette monnaie. Non mais, je vous dis... Il a bien posé le problème. Non mais, je crois que M. Khalifa a compris ce que j'ai voulu dire. Techniquement, je dis, ça ne pose pas de problème, mais on l'appelle toujours franc CFA. Et ce nom de franc CFA pose un problème de ressentiment dans la communauté africaine. Oui, vraiment, excusez-moi, vraiment j'apprécie. Non, il ne faut pas vous. En fait, j'avoue que vous avez peut-être exprimé ce qui est un ressenti, peut-être pour beaucoup de personnes. Excusez-moi. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple de l'Afrique du Sud. Nous, on a subi la colonisation, ils ont subi l'apartheid. Durant l'apartheid, ils avaient une monnaie qui s'appelle le rand. Aujourd'hui, comment s'appelle leur monnaie? Le rand. Est-ce que ça a changé? Non. Voilà. Voilà comment un pays a su se mettre au-dessus de certaines choses qui sont de son passé pour dire, bon, nous, on a une monnaie qui fonctionne, qui ne nous pose pas de problème. On ne va pas dire le rand, c'est la monnaie du blanc. Maintenant qu'on a mis fin à l'apartheid, on va changer le nom. En fait, il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner le débat. Ça ne suffit pas, laisse-moi. La monnaie, non, excusez-moi. Non, excusez-moi. Je pense qu'on va faire preuve. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi. Ensuite, il faut savoir que le nom d'une monnaie, je prenais un exemple pour illustrer que deux situations peuvent être comparables, il y a deux postures à avoir. Et je poursuis ce que je vais vous expliquer. Changer le nom d'une monnaie ne change pas ses attributs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est des symboles ou c'est l'efficacité d'une monnaie par rapport à l'usage que des agents économiques en font? Je pense qu'il faut s'attacher à l'essentiel. Si aujourd'hui on décidait de rebaptiser la monnaie, ça ne changerait strictement rien aux réalités économiques de nos pays. Il ne faut pas se tromper de débat. Il ne faut pas se tromper de réalité. Il ne faut pas se tromper d'objectif. On peut rebaptiser la monnaie aujourd'hui Eco, Tango, Delta, que sais-je. Ça ne changera pas la réalité économique, peu importe. Donc pour moi c'est ça, attachons-nous à l'essentiel, pas au symbole. Ensuite, oui bien sûr, peut-être que sinon on va dire que... C'est le banquier maintenant qui est très passionné. La première partie, c'est que notre ami a évoqué un problème de financement. Je pense qu'il dépasse le cadre de la monnaie. Ça pose un vrai problème de financement des économies en développement. Donc c'est un problème auquel il faut réfléchir. Donc ce n'est pas la Banque centrale qui est fautive dans l'affaire, mais c'est le système global de financement qu'il faut mettre sur la table et étudier et voir quels sont les atouts. Ensuite, la deuxième chose, c'est que sur le symbole, le côté symbolique de l'appellation, c'est vrai que ce n'est pas le problème essentiel. Ça va. Les fondamentaux, ce qu'on appelle en économie, les fondamentaux, ne vont pas changer parce qu'on a changé. Non, ça c'est clair. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'avoir un ressenti qui est lié à l'histoire même de la monnaie. Ça, on peut pas. Mais il faut quand même qu'on explique aux gens, mais c'est juste un ressenti. Ça ne va strictement rien changer à la réalité de la monnaie, comme l'a dit M. Toué.